Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau numéro des Mandarins de l'économie et de la culture sur Mandarin TV. Et aujourd'hui, puisque en France tout commence et tout finit par des chansons, eh bien nous accueillons Michel d'Ottaviani. Michel qui est un professeur de chant, qui a créé une école de chant pour des professionnels mais aussi pour le public et qui a fait une carrière au conservatoire de Bastia, car il est corse, et le conservatoire de Paris, du chant, du piano, l'Opéra national de Paris, la catégorie des ténors, premier ténor. Il a joué, il a chanté, il a travaillé à Monte-Carlo, au Châtelet, au théâtre des Champs-Élysées, à la salle Favart. Bref, c'est un professionnel du chant. Et moi qui préfère être maître chanteur plutôt que chanteur, j'ai plaisir à l'accueillir, car nous allons parler déjà, la première chose qui m'intéresse, c'est le chant lui-même. Quand on voit que les oiseaux chantent, et qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, on nous raconte qu'on va essayer de décoder le langage des animaux, les hommes, nous sommes aussi des animaux, et donc le chant, c'est quelque chose qui est aussi ancien que la parole. Alors déjà, bonjour, merci Michel de, de m'inviter sur Mandarin TV. Alors tu sais, déjà Messiaen écrivait des partitions de musique en écoutant le chant des oiseaux. Et ces lignes de musique étaient écrites sur des partitions qu'on devait chanter. Donc c'était un précurseur. Mais alors, Papagayo, Mozart, Papageno, c'est un perroquet. c'est-à-dire. Ben, Papagayo, c'est un perroquet qui chante. Donc, déjà, Mozart a écrit sur le chant d'un perroquet. Ah oui, mais Mozart, il a écrit sur tout aussi. Alors, ça m'intéresse de savoir d'où vient finalement ce goût pour le chant, car comme en Chine également, qui est un théâtre très traditionnel et où le chant a une place très spéciale, le chant, c'est l'instrument le moins cher, c'est l'instrument que tout le monde a en naissant, c'est l'instrument que parfois on ne sait pas travailler. Et le chant, est-ce que ça a toujours été lié à la religion, à l'histoire, à la culture? Alors nous, dans notre culture française, forcément, la religion, on chantait beaucoup à l'église. Enfin, moi-même, petit en Corse, j'allais dans une petite chapelle, la chapelle de Saint-Antoine, où je chantais des chants religieux, Grand Saint-Antoine, Perle des cieux, ô séraphique moine entendre Champilleux, et j'étais le plus jeune des chanteurs dans l'église. Et ma mère m'amenait dans cette église, c'était incroyable voilà, d'être là au milieu et de chanter des chants religieux. Donc je pense que déjà, on se cultive au travers de ces chants religieux dans les églises, mais aussi en Corse, il y avait ces chants polyphoniques sur les places de village. Ou alors, je ne sais pas si tu connais forcément, les gens se mettaient autour, voilà, les uns à côté des autres, mettaient la main à l'oreille et chantaient des chants polyphoniques. Donc ça a bercé mon enfance, et je pense que dans toutes les régions françaises, on chante beaucoup. Oui, alors effectivement, il y a des chants traditionnels, alors on les a un peu oubliés, il y a des comptines, des chansons qui nous viennent, j'imagine, du passé, mais qu'on a oublié, car il n'y avait pas de magnétophone à cette époque, il y avait un peu d'écriture, les moines, n'est-ce pas? On traduit des chants, évidemment, grégoriens, les fameux chants grégoriens, et donc ça nous vient de très très loin, Bien sûr, bien sûr. le chant d'aussi loin que la musique, mais c'est un instrument, finalement, qui est lié d'abord à notre corps, ça veut dire que on peut avoir un bon ou un mauvais violon, l'important c'est la qualité du violoniste. Et alors que là, nous, bah, on est avec cet instrument qu'on doit travailler, là on va revenir et c'est ta spécialité, mais quelque part, c'est comme de jouer au football dans la rue. N'importe qui peut se mettre à chanter. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin de travail, on a besoin d'une base, hein, et on a besoin d'avoir envie de toucher l'autre, parce qu'il y a une émotion, puisque ça vient de moi. Ça Tout ne à vient fait. pas d'un piano électronique, ça vient de mon corps que je transmets des vibrations, ce que les Américains appellent les good vibes. On a des bonnes vibrations ou des mauvaises, hein, et donc c'est ce qui est magique dans le chant, c'est que ça vient de notre corps. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, je pense que c'est comme nos empreintes digitales. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est notre identité vocale, on l'a en nous. Mais souvent, les gens ne la connaissent pas. Hein. C'est comme quand les gens s'enregistrent, pour la première fois, ils s'écoutent, ils entendent leur voix, ils disent « c'est ça ma voix, je ne la reconnais pas ». Alors nous, ce qu'on fait à l'atelier du chant et de la scène, c'est qu'on leur apprend à découvrir leur voix à travers toutes les sensations qui sont cultivées, comme tu dis, à l'intérieur de ce corps. La connexion des cordes vocales, la manière de les faire vibrer, la manière dont elles envoient toutes les harmoniques dans le masque. Donc c'est vraiment
un équilibre qu'il faut trouver au niveau de la colonne d'air, au niveau de la manière dont tu gères la voix, tu gères la résonance et l'articulation, cette responsabilité aussi des mots qu'on a dans la bouche pour les chanter, pour les dire, pour les vivre aussi, très lié à notre intériorité. Donc c'est vraiment une découverte passionnante de soi, la voix, et donc j'encourage les gens à venir vraiment faire un test pour découvrir toute cette richesse qu'ils ont en eux, au travers de leur Alors en voix. plus, le chant ne parle pas forcément une langue, ou c'est une langue qu'on ne comprend pas. Par exemple, dans les opéras, on parlait de Mozart, bon, on écrivait à cette époque beaucoup en italien, c'était la mode, Tout à fait. en allemand, petit à petit et tout doucement en français. Mais parfois, on chante mais sans savoir les mots. Les mots, d'ailleurs, ce sont juste des supports, Tout à ils n'ont fait. pas de sens. Et donc, c'est vraiment international. C'est-à-dire que ça peut toucher. Je crois que nos amis chinois, quand ils accueillent l'opéra royal de Versailles, parce qu'on a eu ici le patron qui est venu à cette télévision, sur ce plateau, une grande tournée à Shanghai, finalement, les Chinois qui ne parlent pas français, eh bien, ont fait un très très grand succès, parce qu'évidemment, il y a tous les ors de Versailles, mais aussi la magie de la musique qui touche les gens indépendamment de la langue. Moi, je pense que ce qui bouleverse les gens, parce que moi j'enseigne le chant, c'est la mécanique du son. C'est-à-dire quand tu produis un son qui est bien placé, parce qu'on les guide pour bien placer leur voix, c'est quelque chose qui nous traverse, c'est quelque chose qui nous emporte, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Après, effectivement, quand tu poses des mots dessus, tu poses des intentions, puisque les mots sont liés à notre émotion, là, ça donne encore plus de sens à cette magie qu'est le fait de chanter. Oui, alors effectivement, le fait de chanter, on a toujours chanté ensemble, on a fait des comptines, on a fait des rondes, donc ça rassemble. Alors, je vais rappeler quand même que les chants, ben, c'était souvent religieux bien sûr, mais également militaires. Nous, Français, nous avons la La Marseillaise. fameuse Marseillaise. On citait Mireille Mathieu qui chantait à l'ambassade de Chine l'année dernière, avant qu'une chanteuse chinoise ne chante l'hymne chinois, bien sûr. Et nous avons été les inventeurs quand même de l'international. Hein, en France, un chant français, bon, qui a fait le tour du monde, voilà, à l'est comme à l'ouest, on dira. Et donc, les chants sont parfois guerriers et parfois soutiennent quand même des grandes idées. Ça remue. L'hymne de l'Europe, Beethoven. Hein, voilà, donc c'est important. Et sur les champs de bataille, il y avait des tambours. Hein, il y avait des trompettes, voilà, et donc la musique est quelque chose de vraiment important. Alors, effectivement, aujourd'hui, je trouve que on médiatise un petit peu l'art, et par exemple dans la musique classique, on s'aperçoit qu'il y a maintenant des interprètes qui sont devenus des rockstars. Avant, ils étaient en smoking dans la fosse d'orchestre, et c'était des gens pas très sympas, pas très engageants. Maintenant, on a des jeunes habillés à la mode, euh, plein de talents qu'on voit à la télévision, mais dans les magazines de mode. Et tout d'un coup, je dirais, ce sont des divas TikTok. C'est-à-dire qu'on se dit, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Moi aussi. Et donc, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, ça donne envie aux gens de franchir le pas parce que la musique, c'est difficile. C'est compliqué. Il faut étudier. Moi, j'ai fait 10 ans de piano classique, mais j'ai appris à jouer l'électrophone avec ça. C'est compliqué, il faut travailler toute sa vie. Et donc, quelque part, avec cette médiatisation, on a l'impression que tout le monde peut chanter. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde peut chanter? Alors non, tout le monde ne peut pas chanter, même si les réseaux sociaux sont un socle incroyable maintenant pour communiquer. Tu as de nombreuses personnes qui n'ont pas forcément une voix pour chanter. Alors certains vont peut-être plus écrire. Hein. On a beaucoup d'auteurs chez nous aussi qu'on guide, mais vocalement parfois, Gainsbourg n'était pas un grand chanteur, mais c'était un auteur, compositeur, interprète Ben, il chantait pas, il parlait. incroyable. Il parlait Il presque. parlait, oui. Donc voilà, donc c'était le pouvoir des mots. Ouais. C'est le pouvoir des mots. Mais aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux sociaux, même si tu n'es pas un grand chanteur, et si tu écris avec un texte pertinent, on prend Stromae, qui n'est pas un chanteur extraordinaire. Mais il avait effectivement, il a créé son style avec une musique électronique, avec un texte original, avec des textes qui sont formidables. Et c'est devenu Stromae. Pourtant, c'était pas un chanteur à voix. Mais on est aujourd'hui, on est dans une actualité musicale complètement différente d'avant. Les Virgin Megastore ont disparu, les Fnac, on ne va plus acheter son disque à la Fnac. Maintenant, tout se passe sur les réseaux sociaux.
Voilà. Absolument. Et plus on a de vues, et plus on est considéré, plus ça fonctionne. Et les labels s'intéressent aux artistes, effectivement. Ils les signent quand ils voient qu'ils ont des millions et des millions de vues. Et ça se passe surtout comme ça maintenant. Alors sur les paroles, en fait, le texte, c'est de la musique, puisque de la musique, avant toute chose, virgule, et pour cela préfère l'impair. Donc la musique se trouve aussi dans les textes. Hein. Oui, Voilà, Flaubert avait son gueuloir, c'est-à-dire quand on lit un texte, on n'est pas obligé de le réciter bêtement comme à l'école, on peut le faire vivre, et en le parlant, on le rend musical. Quand on, voilà, je sais, là, de notre acteur, comment il s'appelait, favori, bah effectivement, Gainsbourg n'avait pas de voix, mais il avait quand même trouvé la bonne voix VOIE parce que il nous touchait avec ce qu'il racontait, bien sûr, bien sûr. et il savait articuler les mots qui devenaient eux-mêmes donc des sons. Tout à fait. C'est la musique des mots. Il y a des mots forts, effectivement. Il y a des, euh, des accents. Voilà, il faut mettre parfois des appuis sur certains accents, et puis effectivement, on dit que ça groove. Voilà. Et la musique des mots permet effectivement, même si tu n'es pas un grand chanteur, d'en devenir un. Voilà. Mais alors qu'est-ce que ça peut m'apporter, moi, si j'apprends à chanter, et ça va changer quoi dans ma vie, concrètement? Alors déjà, apprendre à chanter, c'est apprendre à connaître son intériorité. C'est-à-dire que tu vas placer effectivement ta colonne d'air, tu vas apprendre à respirer, à ne pas libérer tout ton air d'un coup, et finalement cet air à le distribuer, voilà, petit à petit, sous les cordes vocales, il y a une pression d'air qui s'exerce, et tout dépend ce que tu vas chanter. Si tu vas chanter du rock, effectivement, on va engager un petit peu plus les muscles. Tu vas chanter quelque chose de plus doux, là, on va distribuer l'air petit à petit, et petit à petit, ce flot de consonnes va t'aider aussi à amener le texte. C'est vraiment une mécanique intérieure subtile à découvrir. Et donc, je pense qu'on peut en parler, mais surtout, il faut venir la découvrir physiquement. D'accord, donc c'est presque de la gymnastique, alors. C'est une gymnastique vocale, tout à fait. C'est du Tout à- yoga, c'est... Voilà. Oui, c'est la prise de conscience de sa colonne d'air déjà, de son ancrage, de son centrage. Et puis, on a différents registres de voix. On a un registre poitriné, on a un registre mixte, un registre de tête. Donc on apprend effectivement à travailler sur ces sensations qui sont liées à des couleurs vocales, à des nuances. Et c'est comme si tu avais une palette, tu es peintre, tu mélanges des couleurs pour obtenir la couleur que tu veux. Donc la voix, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la voix de poitrine, sur la voix mixte, sur la voix de tête, et en fonction de ce que tu as envie de raconter, la manière dont tu as envie de le raconter, on va puiser dans chacun de ces registres. Donc c'est très subtil finalement. Donc on amène les futurs chanteurs à découvrir leur voix et tout ce qu'ils peuvent faire avec. Mais alors tu m'expliques qu'en fait on ne connaît pas sa voix. Ben, On l'a subie, on parle, moi je parle, mais je ne sais pas comment je parle, ça sort, mais je devrais travailler ma voix pour la poser et soutenir mon discours. ben, on travaille notre intérieur. Hein. La voix se fabrique à l'intérieur, ce sont les auditeurs avec leurs oreilles qui viennent à nous. En revanche, nous, ce qui sort de nous, c'est surtout notre intention, hein, le regard, parfois les déplacements sur scène, et la manière de la projeter, c'est avant tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme si on avait un siège intérieur sur lequel on se posait. Pavarotti disait appoggiare sul fiato, c'est-à-dire s'appuyer sur son souffle. Donc c'est vraiment une mécanique intérieure où on trouve cet appui physique, musculaire aussi, et puis c'est un savant dosage de l'air, et puis au-delà du dosage de l'air, c'est cette résonance qu'on a dans la bouche, dans nos espaces vides du squelette, hein, qu'on appelle les résonateurs, et on travaille effectivement sur toute cette mécanique pour obtenir le bon son en fonction de ce qu'on a envie de raconter, que ce soit du rock, de la pop, des voix saturées. Mais alors avant, quand on devait hurler sur un estrade, je dis n'importe quoi, les discours des hommes politiques d'entre-deux-guerres, au début de la Seconde Guerre mondiale, je ne cite pas de nom, bon, où il y avait une mise en scène incroyable, il fallait hurler, bon, même du temps du général de Gaulle, il parlait très fort, un discours d'André Malraux, qui était très musical, mais oui, ça vibrait. Et aujourd'hui, on est tout proche avec les caméras, les micros, donc on a une intimité. Le cinéma a beaucoup changé. Ce n'est plus un cinéma de gestes, c'est un cinéma vraiment cadré sur la personne. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans l'utilisation de la voix? Ben, je pense que l'intimité,
c'est quelque chose de plus... On peut faire des choses plus nuancées. Quand on a un micro, une cellule du micro, qui est juste, qui prend effectivement toutes les harmoniques de notre voix, on peut être beaucoup plus dans la nuance, on peut proposer effectivement différentes palettes, j'allais dire de voix, oui, sonores, sans devoir hurler. Hein, parce qu'avant, effectivement, sans micro, il fallait effectivement envoyer, donc vraiment s'ancrer, et puis parfois on se faisait mal. Donc maintenant, avec les micros, on travaille beaucoup plus dans la relation à soi, et ça, c'est hyper intéressant de travailler sur la nuance, sur la beauté du son, la beauté du geste vocal, avec tous les outils que nous, on donne aux futurs chanteurs. La voix de poitrine, donc on va vraiment travailler effectivement sur ce registre plein. La voix de poitrine, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est, Michel, ou pas? Vas-y, explique. Voilà. La voix de poitrine, nos cordes vocales, chacune d'entre elles est composée de 3 couches. Hein, donc les cordes vocales, ça colle, chacune d'entre elles 3 couches. Quand on chante en voix de poitrine, on chante en voix pleine. Donc la totalité des cordes vocales s'agite. Quand on chante en voix de tête, c'est que la partie supérieure des cordes vocales qui ondule, ce qui nous donne un son beaucoup plus doux. En revanche, quand tu as appelé quelqu'un, là, effectivement, tu engages la totalité des cordes vocales. Alors, je sais que les gens ne vont pas dire « je vais engager la totalité de mes cordes vocales », ils vont parler fort, donc les cordes vocales, elles s'accolent, et elles engagent leurs 3 parties, leurs 3 couches, chacune d'entre elles. Donc c'est ça qui est intéressant à savoir aussi, en technique. Donc pour se faire entendre, parfois il n'est plus nécessaire de hurler. Alors tout dépend dans quel contexte. Oui. Si tu appelles quelqu'un, forcément tu vas pas hurler, mais tu vas l'appeler fort. Donc tu vas pas forcément conscientiser ton geste vocal. Hein. Alors je comprends, mais dans le cadre d'un plateau artistique et d'un théâtre, d'une soirée, peut-être que pour avoir l'attention, il faut rabaisser le niveau sonore pour que les gens fassent un pas vers toi, et grâce au micro, tu peux moduler ce qu'on faisait pas avant. Bien évidemment. Aujourd'hui, on peut faire ça. Et c'est la magie de la sonorisation. Oui, donc on a moins... Mais parfois, il y a certaines personnes qu'on ne devrait pas sonoriser. Parce que, en fait, la voix est parfois un peu criarde, donc c'est pas la peine de les sonoriser, parce que ça va agresser encore plus l'auditoire. Ce qu'on appelle jouer ou chanter en acoustique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'ampli, etc., parce qu'on triche beaucoup avec l'électronique. C'est pas forcément, on triche pas, parce que l'électronique nous permet aussi d'avoir des sons un peu saturés, en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme résultat. Donc ça peut aider à avoir un résultat intéressant aussi. Moi, je suis génération de la pédale wah-wah. Oui. Donc... Qu'est-ce que c'est que la pédale wah-wah? La pédale wah-wah, tu sais pas ce que c'est? Ben, ça faisait wah-wah-wah-wah-wah sur un son. Ah d'accord, hein, d'accord. C'est quand tu penses, je cite comme référence Jimi Hendrix au festival de Woodstock, où avec sa guitare, il faisait en fait, contre le Vietnam, il faisait la descente des bombes. Comme ça, c'était un morceau d'anthologie incroyable, une dextérité insensée. C'est pas une voix, mais c'est utiliser les vibrations pour faire passer un message qui n'est pas écrit dans une partition. Et il avait envie de faire passer, et il l'a fait. Bon, c'est devenu complètement iconique. Hein, voilà. Donc, alors, tout ça, c'est vraiment passionnant. Donc, comment ça se passe? Parle-nous un peu de ta fameuse école. Comment ça fonctionne? Je vais dans ton école. Comment j'entre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une école moderne. Donc, déjà, il faut créer ton compte sur le site de l'école. D'accord. Voilà. Tu cliques sur un petit bouton « Mon compte », tu crées ton compte en ligne et tu as ton compte élève. Une fois que tu as créé ton compte élève, tu as effectivement tous les cours qui sont proposés, la palette de cours, des cours collectifs de variété française, des cours collectifs de musique actuelle, de pop, de R&B, de soul, de jazz aussi. Et donc tu choisis ton collectif, si tu veux aller à un cours collectif, tu cliques sur le collectif, tu l'achètes en ligne et tu viens à la date indiquée. Ça, c'est pour tous les collectifs. Ensuite, tu as des 12 professeurs de chant qui travaillent à mes côtés et qui enseignent certaines disciplines vocales comme le jazz, le classique, les voix saturées, et c'est le même procédé. Tu crées ton compte, tu cliques sur le prof de chant que tu as choisi. Si tu as envie de faire de la variété, tu vas avec une professeure de chant de variété, tu achètes ton cours et tu viens à l'école. Donc c'est extrêmement moderne, c'est plus simple, ça simplifie, on n'a pas besoin d'avoir un bureau avec des secrétaires qui décrochent. C'est un peu comme Doctolib, mais c'est quand même plus fun. C'est quand même beaucoup plus fun. Et voilà, et on donne l'opportunité à tout un chacun de faire de... On est l'école de chant qui organisons
les plus belles scènes de Paris. On loue de très très beaux théâtres, le théâtre de Jazet, on a loué le Palace, qui est un grand grand théâtre, et on permet aux gens qui sont inscrits chez nous de faire des scènes dans des conditions professionnelles. Même s'ils ne se destinent pas au métier, on leur offre cette opportunité de venir sur scène, de chanter les chansons qui leur plaisent. Mais alors, à Paris, par exemple, par rapport aux différents conservatoires d'arrondissement, par rapport à, par exemple, le Rachmaninoff, Oui. comment tu te situes On essaie de ne pas se situer, on essaie juste d'exister avec toute notre expertise, tout notre savoir-faire. Déjà, les conservatoires généralement enseignent la musique classique, que la musique classique. Nous, on enseigne... Alors, moi qui sortais de l'Opéra de Paris, à l'issue de l'opéra, j'ai ouvert une école de chant classique. Mais comme j'avais rencontré Grégoire Collard et Florence Davis, qui étaient attachés à la Star Academy à l'époque, ça m'a donné le goût de faire autre chose. Et donc tout de suite, on a ouvert, en plus des classes lyriques, des classes de variété à l'époque. Et ça a très bien fonctionné, peut-être même plus que le lyrique. Et donc, aujourd'hui, essentiellement au centre de l'école, nous avons des classes de variété, de musique actuelle, musique amplifiée et de voix saturée. Donc c'est très moderne. Et ce que n'ont pas les conservatoires d'arrondissement, où eux font uniquement de la musique classique. Sauf que on a quand même aussi chez nous un département classique avec un atelier lyrique et un cours collectif lyrique. Donc on a une palette très très large de cours de chant. Et alors, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est le classique, le jazz, la pop Alors, toutes les musiques actuelles marchent très 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 bien. En fait, alors indirectement, on a The Voice, je pense, et Starac qui nous font une bonne pub. D'ailleurs, on a des élèves qui ont fait ces émissions. J'ai même mon élève Isabelle Vallot qui a gagné Prodige. Je ne sais pas si tu connais, c'est une émission sur France Télévisions qui récompense l'artiste de l'année, qu'elle soit ou chanteuse ou danseuse. Marie-Claude Pietragala est membre du jury, avec Capuçon aussi. Lequel des deux le violoncelliste. D'accord. Là, qui est membre du jury aussi. Ouais. Et mon élève, Isabelle Vallot, a été Prodige 2020 en chant. Voilà. Elle avait chanté Your Love de Morricone. Alors ça veut dire que moi, si j'arrive comme ça, les mains dans les poches, je peux me retrouver sur la scène du Palace. Alors il va falloir que je te fasse travailler un peu. Ah bah, zut. Il va falloir que je te fasse travailler un peu. Mais on fait des miracles, on fait des choses incroyables parce qu'on travaille tellement. J'insiste sur cette intériorité pour travailler sur les intentions, sur le regard, sur le déplacement, aussi sur l'articulation du texte. Parce qu'avant tout, chanter, c'est dire, c'est raconter une histoire. Donc ce n'est pas qu'émettre des sons. Hein. Même si chanter, comme on l'évoquait Mireille Mathieu, ce qu'elle met en avant, c'est cette voix qui porte. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on va beaucoup plus travailler sur l'articulation, sur le texte, la manière de l'amener. Et ensuite, on va petit à petit mettre les sons là où il faut et juste ce qu'il faut. Mais alors aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est très formaté la musique, parce que les chansons doivent faire quelques minutes, 3 ou 4 minutes, à cause de le format radio. On a reçu dans une autre émission un garçon, Cédric, qui a lancé le festival du rock un peu alternatif. Il a fait ça au Casino de Paris, et il nous disait que c'est des morceaux de musique qui font 10, 12, 15, 20 minutes. Comme Enya, par exemple, si tu connais Enya, bon, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'avant, on écrivait sur le long terme, et maintenant, on doit être formaté. C'est terrible, parce qu'il faut tout de suite... c'est construit, comme tu le sais mieux que moi, avec évidemment l'introduction, le thème principal, la redondance, le thème numéro 2, machin. C'est mis en boîte. Et on a l'impression que l'artiste n'a plus rien à dire vraiment. Il n'a qu'à faire son boulot et il doit chanter ce qui est écrit. Il n'y a plus cette spontanéité. Cette liberté. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'effectivement, maintenant, Aznavour faisait des chansons qui duraient 6 minutes. Hein. Aujourd'hui, non, je pense que c'est bien que les chansons soient plus courtes, déjà pour la radio, pour les réseaux sociaux, il faut que ce soit... c'est encore plus court, les réseaux sociaux. Oui, mais les réseaux sociaux, tu peux chanter un titre de 2 minutes et demie, 3 minutes. Ouais. Regarde, sur l'Eurovision aussi, bon, alors c'est pas forcément l'Eurovision, mais ce sont des titres qui durent 2 minutes et demie.
Voilà, donc voilà, faut accepter l'évolution des choses, les changements. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont Donc on a peu de des- temps pour être bon. Quand on a décidé de chanter, on ne peut pas... Mais un chanteur, on voit très très vite s'il est bon, même en une minute, c'est vrai. si son texte est pertinent, et si voilà, il est ancré, il raconte une histoire. On n'a pas besoin que ça dure 12 minutes. D'accord, tout de suite. Alors j'ai une question, mais qui est Roland? Parce que j'ai vu ça sur ton site. Voilà, il y a une personne qui s'occupe un peu des entreprises. Alors raconte-nous ce que tu fais pour les Alors, entreprises, pour le corporate. alors, Roland de Musique Production, c'est notre département événementiel, effectivement. C'est une personne qui existe ou c'est une invention? C'était ma mère Ah, qui nous a quittés il y a paix à son âme. quelques mois, là. D'accord, Et donc voilà, ma mère aimait chanter, elle adorait la musique, elle aimait me voir chanter. d'accord. Et donc en hommage à ma maman corse, Oui. j'ai appelé Roland de Musique Production, cette toute nouvelle boîte d'événementiel où on met en musique des événements. Alors on travaille avec les palaces parisiens pour la mise en musique d'événements privés. Par exemple, donne-nous quelques exemples que tu as pu faire. On a chanté par exemple pour Monsieur El Fayed au restaurant L'Espadon pour sa famille. Voilà, on a chanté pour la clientèle du Four Seasons, pour leurs riches clients américains qui venaient. Alors ils connaissent déjà tout, donc ils essayaient de leur vendre les plus belles choses parisiennes. Et nous, on leur a fait venir 18 chanteurs d'opéra pour chanter avec des choristes et des solistes pour chanter à l'ambassade des États-Unis que le Four Seasons avait loué pour l'occasion, pour le Tea Time. Et on a vendu les plus grands et plus beaux extraits d'opéra italien avec des chœurs et des solistes. Alors il y a une mode beaucoup justement d'opéra italien, parce qu'il y a des gens qui organisent tu sais, dans les châteaux, dans les palais, etc. Et ça marche ça Alors oui, alors on essaie effectivement de se distinguer un petit peu de l'opéra pompier et de ne pas faire à chaque fois les mêmes choses et de faire des choses un peu plus travaillées au niveau de la mise en scène, au niveau des choix des œuvres, pour que ça soit plus raffiné. Mhm. Voilà. Et pas faire à chaque fois la Traviata, le Libbiamo avec les coupes de champagne qu'on lève. Tout le Genre, monde bat du pied parce qu'on connaît par cœur la chanson, l'air d'opéra, c'est ça? voilà, donc on essaie de faire des choses un peu différentes. Pavarotti, hein, il y avait, tu sais, un Italien qui faisait ça, hein, voilà, qui faisait tour de chant de Pavarotti. Oui. Hein. Alors, cette année, comme tu ne sais pas, c'est les 100 ans de l'Art déco. Ah, je n'étais pas au courant. Et qu'est-ce que tu peux nous faire pour chanter l'Art déco? L'Art déco, c'était il y a... Des ouais, années 30, ben, voilà. on peut organiser des choses autour de Glenn Miller. 42nd Street aussi, ça peut être sympa, la comédie musicale américaine. Mais alors, est-ce Voilà, que... et quelques chants de jazz autour de Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, voilà, des grands artistes comme eux, on peut faire quelque chose. Bon, ça se travaille, hein, je te livre ça comme ça, Oui, mais oui. on va effectivement travailler sur l'idée, on va s'adapter à la demande du client. Mais alors, comment est-ce que ton fameux client, tu l'impliques? Il n'est pas juste spectateur, j'imagine que tu veux qu'il ressente quelque chose, peut-être un petit peu acteur. Alors déjà, on va rencontrer le client pour Mm. connaître ses attentes et être au plus proche de ce qu'il a envie d'avoir. Hein. Euh, donc à l'issue du rendez-vous, on sait ce qu'on va faire. On peut le faire participer, bien évidemment, s'il a envie de participer. On peut le faire chanter. Euh, on peut le faire en sorte qu'il fasse partie, par exemple, du salon de Violetta Valeri dans la Traviata. Voilà, on peut préparer un chœur où il participera au chœur de la Traviata. Voilà, on peut faire plein de choses. Donc il y a un petit en côté événementiel. cabaret, quand même, un petit côté salle, scène. Une Oui, relation bien évidemment, mais salle-scène. pas forcément. Parfois, il y en a juste des clients qui ont envie d'être spectateurs, de dîner, d'être tranquilles, et d'autres qui ont envie d'être impliqués et de vivre encore plus pleinement le moment musical. Mhm, ça sera faire. Je vais faire une citation tu as peut-être pas connu Bernard Gavotti, qui était quand même un très très grand critique musical, Oui. et qui disait euh, il n'y a pas une grande et une petite musique, il y a la bonne et la mauvaise. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la grande musique classique ancienne, tout n'est pas bien, même s'il y a des belles signatures, et dans la musique je dirais d'aujourd'hui et qu'on peut qualifier de variété, etc., qu'on La écoute, musique actuelle, oui. il y a aussi des trucs formidables et des trucs pas du tout formidables, et qui se vendent ou qui se vendent pas. Donc, il faut faire le tri. Et j'ai un petit peu peur que la mauvaise musique cache un peu l'existence de la bonne. Et il faut faire un effort. La musique, c'est toujours un effort d'écoute. Moi, j'ai l'impression que d'abord, on écoute beaucoup trop fort, et que quand on baisse le son, on arrive à plus rentrer, parce que l'oreille s'adapte.
hein, quand on baisse le son, l'oreille va chercher la musique. Et on n'est pas uniquement dans les boum-boum des basses, qui sont une chose assez facile d'abord de la musique. Ben, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, est-ce qu'on peut créer un jour des dîners musicaux, des dîners de karaoké, On voilà. peut tout faire en musique. C'est ça qui est merveilleux, c'est que on a un champ d'action incroyable. C'est-à-dire on peut créer un chœur de variété française. On peut créer aussi on peut créer une expérience gospel où on va faire chanter deux groupes qui vont se répondre dans un gospel endiablé. Eh Euh, bien, voilà, nous on est parti pour plein de belles musiques. Donc, merci beaucoup, Michel, avec et à très plaisir. bientôt sur les portées musicales. Merci beaucoup.